Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, nous allons démarrer la conférence de presse sur la fin du programme Mistral. Je suis actuellement avec Cyril Moulin, directeur du programme Mistral, qui nous présentera ce métaprogramme qui a été lancé il y a 10 ans en quelques mots. Nous enchaînerons ensuite sur les 5 interventions et nous aurons ensuite un moment pour vos questions aux intervenants. Vous avez pour cela, sur votre droite, à la droite de l'écran, un onglet questions. C'est une boîte de dialogue qui vous permet de poser vos questions. Ce n'est pas une boîte de chat, chaque question est indépendante. Et sur chaque question, vous pouvez voter pour faire remonter les questions qui sont partagées. Je vous invite également à indiquer au début de votre question pour quel média vous travaillez, pour Paris Match, pour Le Figaro. Nous allons attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Je vous rappelle également que cette conférence de presse est enregistrée. Nous aurons donc un enregistrement qui sera mis en ligne sur l'espace presse du CNRS sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez revoir les échanges. Également, nous vous ferons parvenir un dossier de presse avec les coordonnées des intervenants et des intervenantes pour poursuivre les échanges si vous le souhaitez. On est assez nombreux à être connectés. Je pense qu'on peut commencer. Cyril, est-ce que vous pouvez nous présenter Mistral ? Oui, bonjour, merci François, bonjour tout le monde. Donc je suis particulièrement heureux d'introduire ce matin cette conférence de presse sur les recherches environnementales menées depuis plus de 10 ans en Méditerranée dans le cadre du programme Mistral. Le concept de Mistral remonte à 2005 lorsque l'idée de créer un programme dédié à l'étude du cycle de l'eau en Méditerranée a été proposée par des chercheurs à l'occasion d'une prospective scientifique de l'INSU, du CNRS. Les défis scientifiques et les enjeux sociétaux nous ont semblé si importants à l'époque avec nos partenaires l'ADEME, le CEA, l'IFREMER, l'INRAE, l'IRD et Météo France. Nous avons décidé de lancer un grand programme de recherche interdisciplinaire sur l'évolution de l'environnement méditerranéen au XXIe siècle. Alors, les objectifs que s'était fixé le premier directeur de Mistral, Étienne Ruellan, étaient de créer un lieu de rencontre des communautés de recherche françaises de différentes disciplines qui travaillent en Méditerranée, de leur donner un cadre organisationnel aussi pour obtenir plus efficacement des financements, par exemple à l'ANR ou à l'Europe, et surtout d'associer dès le début les autres pays du pourtour méditerranéen au sein de Mistral. 10 ans plus tard, force est de constater que le programme Mistral a tenu tous ses engagements. Plutôt que de vous faire une présentation institutionnelle de Mistral, dont vous trouverez les principaux éléments dans le dossier de presse, nous avons choisi ce matin d'illustrer les recherches menées ces dernières années par quelques exemples concrets qui vont vous montrer un peu la diversité des sujets abordés. Je remercie les collègues qui ont pu se rendre disponibles aujourd'hui pour vous faire ces présentations. Vous trouverez d'autres exemples des recherches menées dans le cadre de Mistral dans le livret sur les explorations qui va vous être distribué. Avant de laisser la parole à mes collègues et au moment où le programme Mistral s'achève, je tiens à remercier les centaines de chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens qui ont contribué de près ou de loin à Mistral, ainsi que les organismes de recherche que j'ai déjà cités. Je remercie aussi le service communication de l'INSU sous la responsabilité d'Anne Bress, le service de presse du CNRS pour l'organisation de cette conférence de presse dans des conditions assez particulières. Je vais terminer cette intervention en vous encourageant à vous inscrire, si vous le voulez bien, à la conférence virtuelle intitulée Méditerranée, l'expertise scientifique pour les décideurs, que nous organisons dans 15 jours, du 16 au 18 novembre prochain, avec nos partenaires du réseau d'experts internationaux MEDEC.
et avec le plan bleu, un des centres d'activité régionale du plan d'action pour la Méditerranée des Nations Unies. L'objectif de cette conférence, en plus de présenter de façon assez synthétique les principaux résultats de Mistral, est vraiment de favoriser le dialogue entre les scientifiques et les décideurs et porteurs d'enjeux dans la région méditerranéenne. Voilà, avec ces quelques mots, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à mes collègues. Merci Cyril. Nous allons maintenant avoir une intervention de Monsieur Laurent Lespèze sur les effondrements des civilisations du passé. Il va me rejoindre. Bonjour Laurent. Bonjour. Je vous laisse donc la parole. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le résultat d'un travail collectif. Je suis Laurent Lespèze, je suis professeur de géographie à l'Université de Paris-Créteil et chercheur au CNRS au laboratoire de géographie physique. Je suis géoarchéologue et avec un certain nombre de collègues de différents laboratoires de recherche du CNRS en France et des collaborations à l'étranger dans le cadre d'un sous-programme qui s'appelait Paléomex. Nous avons essayé de traiter de la question des effondrements des civilisations du passé et de leurs liens avec les changements climatiques. Alors pourquoi cette question? Parce que, vous le savez, avec le changement climatique contemporain et ses conséquences sociales, cette question du déterminisme du climat sur l'avenir des sociétés est revenue à l'ordre du jour depuis une trentaine d'années. C'est vrai dans le monde médiatique, mais c'est aussi vrai dans le monde scientifique, où toute une série de recherches ont essayé de faire le lien entre des transformations, les effondrements sociaux importants, par exemple celui des civilisations mésopotamiennes vers 2200 avant notre ère, ou celui de la fin de l'Empire mycénien vers 1100 avant notre ère, et des changements climatiques pour ce qui est de la Méditerranée, en général avec des phases qui sont des phases de plus grande aridification du climat. Alors pourquoi ces questionnements sur le passé? Parce qu'en fait, les recherches contemporaines ont montré que notre interglaciaire, donc qui s'est développé depuis à peu près 11 700 ans, a été soumis à des fluctuations climatiques régulières de durée de 150 à 500 ans, qui ont affecté donc la totalité de la période concernée. Et ce que vous voyez sur les courbes que vous avez ici, pour le monde méditerranéen, par exemple, on a eu des oscillations vers des climats plus chauds ou plus frais, vers des climats plus humides ou plus arides. C'est attesté à partir de l'étude de stalagmites, par exemple, au Liban, c'est la courbe du bas, ou à partir de températures marines mesurées dans des carottages marins, c'est les deux courbes du haut. Et ces changements climatiques rapides sont centrés autour de certaines périodes. Et pour nous, ce sont les périodes de 5200 avant Jésus-Christ, de 5200 en notre ère, avant maintenant, pardon, 4200 avant maintenant ou 3200 avant maintenant. C'est pour nous les événements 5.2, 4.2 ou 3.2. Et l'interrogation vient du fait que si on confronte ces changements climatiques rapides, attestés par les recherches, avec d'autres données qui sont les données archéologiques, vous avez ici une courbe en rouge en haut qui vous montre la fluctuation de l'intensité de l'activité humaine pour le sud de la Grèce. Et en fait, vous voyez ici une carte du nombre de sites archéologiques trouvés par période. Et vous voyez que un certain nombre de phases de changement climatique, notées par les bandes bleues, correspondent aussi à des phases de décroissance du nombre de sites archéologiques, d'où la relation établie par certains entre ce changement climatique et le développement de sécheresse, donc sur place, qui entraînait des problèmes de ressources alimentaires, de pénurie alimentaire, pouvant occasionner des famines, pouvant occasionner des invasions et des conflits et entraînant ensuite l'effondrement des sociétés. La question qui se pose est donc la suivante. Est-ce que la coïncidence d'un phénomène climatique et d'un changement social vaut causalité? Ou autrement dit, est-ce que le changement climatique a vraiment causé l'effondrement des sociétés? Pour répondre à cette question, Paléomex a mis en œuvre un certain nombre de recherches, des recherches qui ont été localisées, cette fois-ci non plus à partir des carottages développés dans les calottes glaciaires au pôle Nord ou au pôle Sud, mais à partir de données qui venaient à proximité des sites d'habitat. Par exemple, sur la photo que vous avez présente à l'image, vous avez une petite butte boisée, c'est un site archéologique du néolithique et de l'âge du bronze. On a essayé de maîtriser, de comprendre l'évolution de l'environnement en réponse au changement climatique juste à proximité de ce site pour essayer d'imaginer comment les sociétés avaient pu y être confrontées. Et ça, on l'a fait dans plusieurs régions de Méditerranée. Moi, je vais vous parler essentiellement de Méditerranée orientale, mais dans l'ensemble du bassin méditerranéen.
Dans chacun de ces espaces, à partir de nos carottages qui ont permis d'accéder à des archives sédimentaires, on a essayé de mettre en place un chronomètre très précis pour, à partir d'indicateurs que sont les pollens, les micro-restes non polliniques, les microcharbons, des données géochimiques, avoir une idée de l'évolution de l'environnement autour du site archéologique et donc d'y détecter l'impact du changement climatique ou l'impact des activités humaines. Et ainsi de se poser la question de manière localisée des conséquences du changement climatique sur les pratiques politiques, économiques et socioculturelles. Alors, je vais prendre deux exemples que je vais développer malheureusement très rapidement pour vous montrer nos résultats. Prenons un premier exemple qui est fameux dans l'est de la Méditerranée, dans le monde égéen, c'est celui du millénaire perdu, donc c'est le 4e millénaire avant notre ère, dans lequel vous voyez sur la courbe rouge à droite, on a une chute du nombre de sites à la fin du néolithique, que vous retrouvez sur les cartes qui sont situées au centre de la diapositive. Ici, on est en Thessalie, au centre de la Grèce, et vous voyez que la face du milieu correspond à beaucoup moins de petits points rouges, ce sont sites archéologiques qui diminuent drastiquement pendant cette période. Donc, on a bien une disparition progressive du peuplement à la fin du néolithique. Nous avons mené des enquêtes en Grèce du Nord, en Macédoine, autour de grandes zones humides où les sites néolithiques ont également disparu. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'effectivement, le changement climatique général, qui est la bande grisée que vous avez sur les courbes du bas, qui affecte donc une longue période de plusieurs centaines d'années, a eu des répercussions à l'échelon local, en particulier sur l'hydrologie. C'est des petites fluctuations hydrologiques que représente la courbe bleue et qui mettent en évidence des périodes de sécheresse qui sont les bandes grises. Et si on regarde maintenant les données qui relèvent plutôt de l'anthropisation ou des pratiques humaines, en particulier des pratiques agricoles et pastorales, qui sont représentées par la courbe jaune et la courbe noire, vous voyez qu'on a un maintien de ces activités agropastorales pendant la période étudiée. De telle sorte que la relation entre changement climatique et changement social ne paraît pas si évidente, puisque les pratiques agricoles et pastorales ont continué à se maintenir, même si on ne trouve plus les sites, et donc on repose donc la question aux archéologues. Un autre exemple, celui de l'empirittite. Cette fois-ci, on est en Anatolie, donc au centre de la Turquie aujourd'hui, où on a la disparition de cet empire aux alentours de 1170. Sa capitale disparaît vers 1170, n'est plus occupée à partir de 1170. Et les collègues qui ont travaillé dans cet espace-là montrent qu'on a effectivement une instabilité climatique, c'est celle du fameux événement 3.2, donc centré vers 1200 avant notre ère, à cette époque. Mais si on regarde ce qui se passe du point de vue des données agropastorales, c'est ce qui correspond au rectangle vert à la droite du graphique, on voit que le système agropastoral qui se met en place pendant l'époque hittite, qui est appuyé sur une production fruitière très importante et diversifiée en complément de la céréaliculture, va se maintenir jusque quasiment à l'époque byzantine. C'est-à-dire qu'on n'a pas de transformation du système agropastoral. Donc là aussi, on a bien un effondrement politique, mais sans qu'il y ait de transformation du prélèvement de la ressource ou des manières d'accéder à cette ressource alimentaire. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'Empire hittite est en crise. On a une crise de l'autorité impériale depuis longtemps. Et donc, cet empire est en plus confronté donc au changement climatique de manière structurelle, parce qu'en Méditerranée orientale, les fluctuations plus chaudes et sèches et plus humides sont récurrentes. De telle sorte qu'on peut simplement se demander si le facteur climatique n'est pas un facteur additionnel vers 1200 avant notre ère, mais en tous les cas pas le facteur principal responsable du déclin de l'Empire hittite. En fait, pour conclure, je vais faire deux conclusions. La première chose, c'est qu'on a un certain nombre d'incertitudes que nous montrent les recherches scientifiques aujourd'hui. La première incertitude, c'est celle du chronomètre. Parce que nous, quand on travaille à proximité des sites archéologiques, on travaille sur des archives continentales pour lesquelles la résolution est celle du radiocarbone et les marges d'erreur sont de l'ordre de 50 à 150 ans. C'est-à-dire, autrement dit, on voit flou. Et ce flou, il est plus important pour nous qu'il n'est pour les archéologues, puisqu'en général, les résolutions archéologiques sont de l'ordre de la vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'on arrive à voir à l'échelle de la génération. Et du coup, c'est très difficile de dire si le changement climatique a précédé le changement social et donc d'établir la relation de causalité. La deuxième chose, et là c'est propre au monde méditerranéen, le monde méditerranéen est un monde extrêmement diversifié d'un point de vue géographique, puisque vous avez à la fois des littoraux qui peuvent être arides, mais vous avez aussi des grandes zones humides littorales, comme les grands deltas méditerranéens, où il y a des ressources en eau de manière abondante, et on a aussi des montagnes élevées à plus de 2000 mètres qui sont enneigées une partie de l'année. Du coup, on a un spectre très large de possibilités d'adaptation pour les sociétés, en particulier pour les sociétés traditionnelles, même en cas de changement climatique assez important.
Enfin, pour conclure, je voudrais attirer l'attention sur deux conclusions principales. La première, c'est qu'il nous semble utile de quitter le paradigme de l'effondrement parce qu'il a tendance à réduire la discussion et à simplifier trop la réalité. Et du coup, à ne pas traiter cette réalité, c'est-à-dire de comprendre les relations complexes qu'il y a entre les processus sociaux d'un côté et l'évolution du climat de l'autre et des changements environnementaux. Et nous préférons promouvoir la notion de transformation socio-environnementale, c'est-à-dire cette notion qui nous oblige à décrire avec précision les changements qui se produisent dans l'environnement et voir les relations avec les systèmes de production des sociétés pour examiner véritablement la résilience de ces sociétés, la résilience de leurs systèmes sociotechniques ou l'adaptation de ces systèmes sociotechniques, donc la capacité des sociétés à transformer. Autrement dit, pour comprendre le risque climatique, il faut aussi s'intéresser aux sociétés et en particulier à la vulnérabilité sociale. Ça, c'est valable dans le passé, mais il me semble que c'est aussi valable dans le présent. Je vous remercie de votre attention. Merci Laurent. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la partie questions et nous les traiterons en fin de conférence de presse. Donc, nous allons maintenant accueillir Véronique Ducrot, qui va nous parler des prévisions des précipitations extrêmes. Je vais l'inviter à nous rejoindre. Voilà. Bonjour Véronique, je vous laisse. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend. On vous entend très bien. D'accord, j'ai un problème de visu. Voilà, excusez-moi, problème technique. Bon voilà, je suis Véronique Ducrot, ingénieure Météo France, et je suis coordinatrice du programme IMEX, qui était une des composantes du programme Mistral. Je vais vous présenter le sujet sur la prévision des précipitations extrêmes et crues rapides. Ces travaux ont aussi impliqué des scientifiques de Météo France, du CNRS, de l'INRAE, de l'IRD, des universités Gustave Eiffel Paris-Est et de Toulouse. Alors, tout d'abord, de quoi parle-t-on? Alors, les épisodes méditerranéens se caractérisent par des pluies intenses qui vont donc être induites par des orages. On peut avoir, pour les intensités les plus fortes, de l'ordre de 100 litres par mètre carré en une heure, pour les plus intenses. Une autre caractéristique est que les systèmes orageux sont peu mobiles et se régénèrent au-dessus de la même région pendant plusieurs heures, conduisant à des cumuls de pluie importants en quelques heures. Par exemple, pour les événements les plus intenses, on peut avoir des cumuls qui vont atteindre plus de 500 litres par mètre carré sur une demi-journée ou une journée. Ces cumuls de précipitations importants entraînent des montées des cours d'eau très rapides, car ces volumes de précipitations s'abattent sur des bassins versants pentus, de petite taille, ce qui permet une concentration très rapide de l'eau vers les cours d'eau. Le résultat, ce sont des cours d'eau qui vont passer de quelques centimètres à plusieurs mètres en quelques heures seulement. Ainsi, sur le Gard, le 19 septembre dernier, le Gardon de Saint-Jean est ainsi passé, excusez-moi, j'ai un problème est ainsi passé d'une vingtaine de centimètres à 2 mètres en 5 minutes, et l'Hérault est monté de 9 mètres en seulement 4 heures. Dans IMEX, notre démarche a été d'aller de la recherche plus amont jusqu'au débouché opérationnel. On a ainsi conduit plusieurs campagnes d'observation afin de collecter des observations qui ont ensuite été analysées conjointement à des expérimentations numériques pour améliorer notre compréhension des épisodes méditerranéens. Ces résultats et ces données ont été utilisés pour améliorer la représentation des processus dans les modèles, y compris les modèles de prévision opérationnelle mis en œuvre par Météo France et les modèles de climat régionaux. Nous avons aussi développé de nouvelles approches intégrées, allant de la prévision des pluies à la prévision des impacts socio-économiques, en passant par la prévision des débits et la prévision de l'emprise des inondations. Enfin, les recherches
ont visé à améliorer la prévision des échéances les plus courtes, de quelques heures typiquement, aux échéances plus lointaines des projections climatiques, en passant par la prévision du temps pour les jours qui viennent et également la prévision saisonnière pour les mois qui viennent. Je vais maintenant faire quelques focus sur certains travaux et résultats du programme IMEX. Alors tout d'abord, sur les aspects compréhension des pluies intenses, on a en particulier cherché à quantifier le rôle de la mer Méditerranée dans ces événements de pluie intense. Cette étude illustrée ici en haut à droite a montré que l'évaporation de la mer Méditerranée contribue pour moitié environ à la quantité de vapeur d'eau alimentant le système orageux. Mais la vapeur d'eau peut aussi être transportée depuis l'Atlantique ou depuis les tropiques, et même parfois la masse d'air qui alimente le système orageux peut être déjà tellement chargée en vapeur d'eau lorsqu'elle arrive au-dessus de la mer Méditerranée qu'il n'y a pratiquement plus d'évaporation de la mer Méditerranée. Et donc, dans ce cas-là, le rôle de la mer Méditerranée est faible. Il n'y a aussi pas de relation directe entre température de la mer Méditerranée et l'intensité des précipitations. Alors, à titre d'illustration, je vous ai mis là les écarts à la normale pour la température de surface de la mer, pour les 2 cas récents que l'on a eu de précipitations intenses. Il s'agit du cas du 19 septembre sur le Gard. On voit que la température de la mer était de 1 à 2 degrés plus chaude que la normale pour la saison. Et dans le cas des Alpes-Maritimes, dessous, le cas du 2 octobre, la température de la mer, elle, était 1 à 2 fois plus froide que la normale. Donc, et pourtant, sur ces 2 cas, on a des cumuls de précipitations exceptionnelles de plus de 500 litres par mètre carré. En fait, si une température de la mer élevée favorise l'évaporation de la mer, d'autres paramètres influencent cette évaporation, comme la vitesse du vent, le degré d'humidité de la masse d'air, ainsi que son temps de résidence au-dessus de la mer Méditerranée. Alors, les études d'un certain nombre d'épisodes méditerranéens, à l'aide notamment des observations des campagnes de terrain que l'on a réalisées, ont mis en évidence des processus de formation communs, même si la localisation des précipitations est différente dans les cas étudiés, que ce soit en Espagne, en Italie ou en France. Les reliefs et les îles de la région jouent un rôle important en étant des obstacles au vent ou en canalisant les vents et en les faisant converger. Cela conduit à soulever la masse d'air qui permet ainsi l'apparition par ce soulèvement, ça permet l'apparition de condensation et la formation d'orages. Un troisième mécanisme de formation a été mis aussi en évidence. Il est induit par le système orageux lui-même, une fois produit, avec la production d'un dôme d'air froid sous l'orage qui agit comme un relief virtuel pour soulever la masse d'air. Ce dôme froid est produit par l'évaporation des précipitations sous la base du nuage orageux qui fait chuter la température et qui crée ce dôme d'air froid. Sur certains épisodes méditerranéens, on peut ne rencontrer qu'un seul des mécanismes de formation que vous avez là à l'écran, mais bien souvent, on constate que plusieurs de ces 3 mécanismes sont à l'œuvre. Ces interactions des vents avec les reliefs dépendent des caractéristiques en humidité et en vitesse du vent. Ainsi, un flux rapide ou humide favorise une formation par soulèvement orographique. Et selon les processus de formation impliqués, on va avoir des situations plus prévisibles que d'autres. Par exemple, sur le cas des Alpes-Maritimes, on avait un flux de basse couche rapide et humide venant buter contre les reliefs. Cette situation était plus prévisible que la situation du Gard 15 jours avant, pour lequel on avait plusieurs de ces mécanismes de formation impliqués, c'est-à-dire soulèvement orographique et dôme d'air froid sous l'orage. En plus d'améliorer donc la compréhension et la représentation des processus dans les modèles, les travaux visant à améliorer la prévision des pluies intenses ont porté sur 3 axes d'amélioration possibles. Le premier consiste à augmenter la résolution, c'est-à-dire en utilisant des mailles plus fines. Nous avons en particulier commencé à préparer les modèles de prévision de demain, ou plutôt ceux qui pourraient être opérationnels dans une décennie,
avec une maille de l'ordre de quelques centaines de mètres de côté. Avec cette résolution, en plus des mécanismes de formation qui sont déjà relativement bien représentés par les modèles opérationnels actuels de mailles kilométriques, on devrait être capable de mieux représenter la phase de développement des nuages orageux. Le second contexte sur lequel les travaux ont porté a visé à intégrer plus et mieux les observations pour décrire l'état de l'atmosphère au début de la prévision. La prévision de la localisation et de l'intensité des épisodes méditerranéens est très sensible à la description de cet état initial des prévisions. Enfin, le dernier axe a consisté à concevoir des méthodes pour élaborer des scénarios de prévision possibles afin de caractériser la prévisibilité des situations. Ces méthodes sont ce qu'on appelle des méthodes de prévision d'ensemble. Alors maintenant, sur les aspects plus crus rapides, hydrologiques, nous avons organisé de nombreuses campagnes de mesures sur le terrain. D'une part, pendant 4 automnes successifs sur les bassins du Gard et de l'Ardèche, et d'autre part, assez systématiquement après chaque événement majeur, comme par exemple après les inondations de l'Aude en octobre 2018 ou encore après les inondations dans la région de Cannes en octobre 2015. Ces observations nous ont permis de documenter des débits extrêmes sur des bassins plus petits que ceux qui sont observés par le réseau opérationnel Vigicru. C'est ici illustré sur la figure avec les 2 points rouges qui sont les débits de 2 stations de mesure pour le corps récent des Alpes-Maritimes et qui correspondent à des bassins d'une superficie de plus de 500 km². Et donc, ces observations-là que l'on a récoltées nous ont permis d'estimer des débits extrêmes au cœur des événements, plus forts qu'aux stations du réseau de Vigicru. On peut aussi voir que les croix noires qui correspondent aux événements sur les Cévennes ont des débits extrêmes plus forts que les événements dans les autres régions. Ces observations ont permis de mieux comprendre la variabilité des phénomènes. Ces observations ont permis de mieux comprendre la variabilité des phénomènes hydrologiques et d'améliorer les relations utilisées qui redient les hauteurs mesurées aux valeurs de débit dans les services opérationnels de prévision des crues. De nouvelles méthodes de mesure des débits de crues sans contact ont aussi été développées, comme par exemple la mesure par radar de vitesse, comme vous pouvez le voir sur une des photos en haut à droite. Dans le domaine de la prévision des crues, nous avons développé de nouvelles approches de modélisation intégrée, couplant les domaines de la météorologie, de l'hydrologie et des sciences humaines et sociales. Vous avez ici un exemple, il s'agit de la simulation du nombre de sinistres dus aux inondations. Pour cela, un ensemble de modèles a été mis au point pour simuler à partir des précipitations les débits des cours d'eau, puis l'emprise des inondations, puis le débordement de ces cours d'eau et enfin le nombre d'habitations qui se situent en zone inondée. Sur l'image du bas à droite, vous avez le nombre de sinistres simulés qui se compare assez bien au nombre de sinistres recensés par la CCR sur le cas des inondations exceptionnelles du Var en juin 2010. Enfin, une dernière diapo sur l'évolution des épisodes méditerranéens avec le changement climatique. Il a été montré que pour les épisodes de pluie les plus forts, leur intensité augmentait de l'ordre de 20% depuis 1960, avec, comme on le voit sur la figure en haut à gauche, une forte variabilité. Les projections climatiques régionales à notre disposition indiquent aussi que l'intensité des précipitations augmente avec le réchauffement de l'atmosphère. Nous sommes cependant dans l'attente des résultats de nouvelles simulations climatiques pour confirmer et affiner les projections climatiques actuelles. Comme on peut le voir sur les figures du bas, ces nouvelles simulations avec des mailles de l'ordre de 3 km sont plus réalistes. Elles reproduisent des intensités de précipitations comparables aux observations, ce que ne savent pas très bien faire les simulations avec une maille de 12 km qui ont été utilisées pour l'étude du haut à droite.
Et enfin, voilà, je conclurai en vous disant que ce n'est qu'un extrait ici de tous les travaux qui ont été organisés au sein du programme IMEX, avec sur toute la durée des 10 ans, un peu plus de 400 scientifiques qui ont participé et plus de 500 articles scientifiques publiés. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Véronique. Donc, je vous rappelle que vous avez toujours l'onglet questions. Vous pouvez adresser vos questions, nous y répondrons à la fin de la conférence de presse. Nous allons maintenant entendre Agnès Borbon, qui va nous parler de la pollution atmosphérique dans les mégapoles du bassin méridional de la Méditerranée. Je vais l'inviter à me rejoindre. Bonjour. Attendez, je ne vous ai pas bien entendu. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, je vous laisse. Merci François. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Agnès Borbon, je suis chercheur CNRS au laboratoire de météorologie physique. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le bilan de nos travaux sur la question de la pollution de l'air dans les villes de la Méditerranée orientale. Donc je tenais à préciser que ces travaux s'inscrivaient dans le cadre du sous-programme Charmex, dont l'objectif était de dresser un bilan de la pollution atmosphérique en Méditerranée. Alors, juste avant de poursuivre, je vous invite à regarder les deux photographies sur votre gauche qui vous montrent que finalement, la pollution, le phénomène de pollution est un phénomène observable déjà à l'œil nu, comme vous pouvez le voir ici sur les villes emblématiques de la Méditerranée orientale que sont le Caire en Égypte et Beyrouth au Liban, et où on voit ce brouillard brunâtre que l'on appelle un smog photochimique et qui est un mélange de polluants que sont les particules fines et l'ozone. Donc, les travaux que je vais vous présenter sont le résultat de nombreuses collaborations entre des laboratoires français et différentes institutions des pays de la Méditerranée de l'Est, donc comme vous pouvez le voir sur les deux encarts de gauche, et qui ont été soutenues à la fois par les organismes et tutelles françaises, mais aussi par des agences de ces mêmes pays. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on à la Méditerranée de l'Est? Eh bien, d'une part, parce que c'est une région qui est extrêmement sensible au changement climatique. Donc, si vous regardez la carte des extrêmes de température journalier sur votre gauche, on observe, enfin, on voit que les projections par les modèles de climat indiquent un réchauffement très marqué de ces températures entre la période de fin de siècle, fin 21e siècle, et une période de référence entre 1961 et 1990. Ce réchauffement peut être supérieur à 4 degrés et c'est bien supérieur à ce qui est par ailleurs observé dans d'autres régions du globe. La Méditerranée de l'Est, c'est aussi une zone où la pollution atmosphérique est très marquée et c'est ce que vous pouvez voir sur la carte de droite où vous avez une distribution vue par le satellite DOM d'un polluant atmosphérique, ici l'ozone, qui se forme préférentiellement en été, et où on peut voir que les quantités d'ozone sont bien plus marquées à l'est qu'à l'ouest. Alors, un des facteurs aggravants justement de ces impacts, ce sont les émissions, des émissions qui sont en très forte augmentation dans cette région du globe. Alors, sur votre gauche, vous avez les changements des quantités de dioxyde d'azote, qui est un autre polluant atmosphérique qui contribue à la formation de l'ozone que je viens de vous montrer. Et on voit que ces quantités d'oxyde d'azote, toujours vues par les satellites, augmentent de manière très nette entre 2005 et 2014, et plus particulièrement sur les zones urbanisées où se concentrent les activités humaines. Et puis maintenant, si on regarde la figure de droite, j'ai reporté ici des résultats d'inventaire. Donc un inventaire recense à un instant donné les quantités de polluants émises dans l'atmosphère. Et là, vous avez les résultats d'inventaire pour un autre groupe de polluants qui sont les particules fines, dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres, que l'on appelle les PM2.5. Et on voit que pour le Moyen-Orient, représenté par la courbe rouge, on voit une augmentation de ces émissions, et même une augmentation future est prévue. Et c'est une tendance qui est l'inverse de ce qui est observé à nos latitudes, et en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Donc, sur la base de ces constats, en 2010, nous avons lancé l'initiative Transmed, dont le but est d'identifier et de quantifier
les sources de pollution et leur impact à partir d'observations in situ dans cette région du globe où ces observations font défaut. Alors, notre initiative, elle a commencé sur une ville cible qui est Beyrouth en 2010 et s'est poursuivie à Istanbul, Athènes, Nicosia et enfin Le Caire plus récemment. Et donc, dans le cadre de pour ces villes cibles, nous avons été emmenés à collecter un certain nombre de paramètres, des paramètres à la fois physico-chimiques, qui sont des mesures de la pollution à la fois d'origine gazeuse, mais aussi particulière. Et nous avons porté une attention très particulière, notamment sur la pollution d'origine organique, j'y reviendrai plus tard. Associés à ces paramètres physico-chimiques, des paramètres météorologiques. Également, nous nous sommes appuyés sur des inventaires d'émissions. Et enfin, dans le but d'évaluer l'impact sanitaire, nous nous sommes aussi appuyés sur des paramètres associés à cet impact, comme le risque relatif pour la mortalité non accidentelle ou encore des statistiques de population. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les observations faisaient défaut dans cette région et donc nous avons mis en œuvre des campagnes de mesure pour la collecte en particulier des paramètres physico-chimiques et météorologiques. Alors, il s'agissait sur les différentes villes cibles que j'ai citées de mettre en place des mesures en continu sur un site urbain représentatif du mélange des émissions, des campagnes avec des durées variables de 2 semaines à plusieurs mois, en particulier pour capturer la saisonnalité des émissions. Et puis, associé à ces mesures ambiantes sur site, nous avons également été emmenés à réaliser des mesures à la source avec des analyses a posteriori au laboratoire. Et ces campagnes, le succès en particulier de ces campagnes, a été rendu possible grâce à des collaborations locales très solides. Alors, quels enseignements tire-t-on de ces différents projets? Alors, commençons d'abord par la pollution gazeuse et en particulier d'origine organique au travers d'un groupe de composés que l'on appelle les composés organiques volatiles ou COV qui sont, avec les oxydes d'azote, d'autres précurseurs de la formation de l'ozone. Et donc, sur cette figure, j'ai représenté la somme des quantités de différents groupes de COV sur les différentes villes de la Méditerranée de l'Est. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on a un gradient ouest-est très marqué, avec une augmentation très nette des concentrations de ces composés vers l'Est. Ces mêmes quantités ont été comparées à 2 autres mégapoles représentatifs de nos latitudes, Paris et Los Angeles. Et on peut voir que les niveaux en COV observés dans ces villes sont jusqu'à 3 fois supérieurs à ces villes. Et enfin, on observe aussi que malgré tout, la composition est relativement homogène, ce qui va dans le sens d'un tissu de sources relativement identique. À partir donc de ces observations, on a pu donc évaluer les contributions des sources urbaines à cette pollution organique par les COV en appliquant des approches statistiques que l'on appelle multivariées. Et donc, sur ces camemberts sont représentées les contributions des différentes sources identifiées, chaque catégorie de sources étant représentée par un code couleur. Et ce qu'on peut voir sur Beyrouth et Athènes en particulier, c'est que les émissions par les échappements automobiles associés à de l'évaporation des carburants restent la source majoritaire. Par ailleurs, l'évaporation peut rester significative en hiver, comme on peut le voir sur la ville de Beyrouth, avec ponctuellement la prise d'importance d'autres sources, comme le chauffage domestique, par exemple, à Athènes. Ces mêmes observations nous permettent également de quantifier en absolu les émissions de ces mêmes COV, et je montre ici un exemple avec le secteur du transport routier au Liban. Donc, nous avons, à partir de nos observations, quantifié ces émissions qui sont représentées ici par les histogrammes bleus en couleur pleine. Et ça nous a permis aussi de pouvoir évaluer les inventaires des émissions sur ces mêmes domaines. Donc, je présente des résultats pour Beyrouth et le Liban. Et ce qu'on peut voir, c'est que les inventaires locaux, comme l'inventaire libanais, NEI, sont en relativement bon accord avec nos observations. En revanche, lorsqu'on s'intéresse aux inventaires globaux qui tiennent moins compte des spécificités locales, donc qui sont représentés ici en rouge, on peut voir que ces mêmes inventaires sous-estiment jusqu'à un facteur 8 ces mêmes émissions. Et c'est un même constat que l'on a pu conduire par ailleurs à Istanbul avec une sous-estimation jusqu'à un facteur 10. Passons maintenant à la pollution organique d'origine particulière. Donc, vous avez ici l'évolution des quantités atmosphériques de différents constituants de particules, cette fois très fines, dont le diamètre est inférieur à 1 micromètre.
chaque code couleur correspondant à un constituant. Je vous invite à regarder plus précisément la couleur verte qui correspond aux constituants d'origine organique. Et on voit que ces constituants, que l'on soit à Nicosia, à Chypre ou en Égypte au Caire, sont souvent la fraction majoritaire de ces particules fines, avec ponctuellement d'autres constituants qui peuvent prendre le dessus, comme le chlore au Caire par exemple. Ce qui montre qu'il est important de pouvoir bien représenter cette pollution d'origine organique, non seulement en termes d'émissions, mais en termes aussi de représentation des processus de transformation de cette pollution. Et c'est ce qui aujourd'hui fait défaut, comme j'ai pu par exemple le montrer précédemment pour les inventaires des composés organiques volatiles. Et puis enfin, à partir de ces différentes observations, nous avons été en mesure de pouvoir évaluer l'impact sanitaire de cette pollution. Alors, je montre ici un exemple avec l'évaluation de l'exposition chronique au Caire, qui n'est autre que l'estimation du nombre de décès attribuables à une exposition aux particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres, les PM2.5, et au dioxyde d'azote. Alors, sur la figure de gauche, je vous montre en bleu les moyennes qui ont été calculées des quantités atmosphériques de ces deux éléments, mesurées au Caire sur un ensemble de 18 stations, et que l'on a comparé aux valeurs qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, en rouge ici. Et on peut voir qu'en particulier pour les particules, on a des niveaux qui sont jusqu'à 8 fois supérieurs, et dans une moindre mesure, pour les oxydes d'azote, on a des niveaux pour certaines stations qui peuvent dépasser ces valeurs. Et donc, sur la base de ces observations et d'applications de facteurs de risque relatifs, nous avons pu estimer que pour la population de plus de 30 ans, 11% et 8% de la mortalité non accidentelle pouvaient s'expliquer par l'exposition des populations à ces constituants, ce qui correspond à 62 morts pour 100 000 habitants et en référence, j'ai donné ici le chiffre pour la France qui est de 25 pour 100 000 habitants. Donc en conclusion, au travers de ce programme, nous avons mis en œuvre 7 campagnes de 2 semaines à 1 an dans 5 villes de la Méditerranée de l'Est. Donc c'est un effort observationnel qui est sans précédent pour un grand nombre de polluants et qui continue encore. Nous avons pu mettre en évidence des niveaux de pollution très élevés à l'Est, avec comme conséquence un impact sanitaire élevé. En termes de sources, nous avons montré que ce sont les émissions par le trafic qui dominent en général. Et par ailleurs, nous avons montré que cette pollution, en particulier la pollution d'origine organique, était importante et qu'il était important d'améliorer les modèles de la qualité de l'air qui pêchent actuellement pour représenter ces émissions et les processus associés. Et enfin, nous avons montré au travers de nos travaux qu'il était nécessaire de construire des inventaires régionaux plus précis. Voilà, et pour terminer, je vous invite, dans le cadre de la conférence MED 2020, à un prochain rendez-vous qui fera notamment le bilan du programme Charmex, à laquelle est adossé les activités que je viens de vous présenter, et en particulier à une session poster autour de ce programme dans la session pollution et contaminants avec un créneau d'échange qui sera ouvert le 17 novembre prochain. Je vous remercie de votre attention. Agnès. Donc, je vous rappelle une fois encore que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. Nous y répondrons à la fin de la conférence de presse. Également, vous avez un système pour voter pour les questions, pour les faire remonter si vous les partagez. Je vais donc inviter les prochains intervenants qui sont Marc Tedeschi et Jacek Trąciński qui vont nous parler du rôle de bioaccumulateur. Voilà, le plancton a des maillons clés dans le transfert des contaminants. Jacek nous a rejoint et Marc aussi. Marc, est-ce que vous vous entendez bien? Bonjour à tous. Bonjour à tous et à tous. Je suis Marc Tedeschi, chercheur IRD à l'Institut méditerranéen d'océanologie. Et avec Jacek Trąciński, chercheur à l'IFREMER, nous allons vous parler du plancton et de son rôle clé dans le transfert des contaminants au sein des écosystèmes marins. Donc, cette présentation est issue d'un travail collectif du groupe de recherche Mérite Hippocampe qui regroupe différents chercheurs français et tunisiens de différents instituts et laboratoires. Donc, vous pouvez voir les logos sur ce diapo. Et ces chercheurs, ils sont issus de différentes communautés, donc de sous-programmes de Mistral, Mermex, Charmex, également du LMI COSISMED. Alors, pour commencer,
sais pas si les slides passent bien. Je ne vois pas passer la slide. Oui, là, c'est bon, excusez-moi. Alors, pour commencer, nous allons vous montrer que le plancton constitue la principale voie d'entrée des contaminants chimiques dans la chaîne alimentaire marine. Il faut rappeler tout d'abord l'importance du plancton dans l'océan. Ce plancton est à la base de la chaîne alimentaire marine. On le voit ici sur la figure. Il va être consommé par des petits poissons, eux-mêmes consommés par des poissons plus gros. Et ce plancton n'est pas un ensemble homogène d'organismes. Il est constitué d'une multitude d'organismes, de tailles et des structures très variées, comprenant le phytoplancton, qui est le plancton végétal, également le zooplancton, qui est le plancton animal, et puis des bactéries. Il représente environ 98% de la biomasse des océans. Donc, c'est vraiment, en termes de quantité, la biomasse la plus importante dans l'océan. Par ailleurs, le plancton, et en particulier le phytoplancton, a un rôle essentiel dans l'absorption du CO2 atmosphérique et dans la pompe biologique de carbone. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les contaminants, eh bien, les contaminants chimiques qui sont apportés à l'océan par divers vecteurs, donc l'atmosphère, les fleuves, les rivières, les rejets directs, vont se retrouver dans l'eau de mer et à des concentrations, somme toute, à l'état de trace. Ce qu'on appelle à l'état de trace, ce sont des concentrations relativement faibles. Et pourtant, on retrouve ces contaminants en concentration plus élevée dans les organismes marins, comme nous le voyons sur la figure. Comment? Eh bien, en fait, c'est le plancton qui joue ce rôle de catalyseur d'accumulation des contaminants, dans l'accumulation des contaminants dans les organismes. Il joue ce rôle finalement de courroie de transmission entre l'eau de mer et les organismes. En fait, le plancton va assimiler efficacement, de façon passive ou active, les contaminants et les bioconcentrés ou les bioaccumulés. Et étant lui-même consommé par des organismes supérieurs, le plancton va finalement, malgré lui, transmettre tout son cortège de contaminants au reste du réseau alimentaire. Ce transfert de contaminants par la voie alimentaire va se poursuivre et pourra même s'amplifier au sein de la chaîne trophique. Aussi, le plancton a un rôle majeur dans le transfert des contaminants de l'eau de mer aux organismes marins. Et alors, ce rôle du plancton, il a déjà été mis en exergue au travers de différents travaux de recherche menés ces dernières années dans le cadre de Mistral ou en dehors de Mistral. Et à partir de ce postulat, nous avons voulu en fait aller plus loin pour comprendre véritablement le rôle précis des différents compartiments du plancton et en particulier de ces petites fractions de taille dans ce transfert des contaminants au sein des organismes marins. Donc, c'est ce que nous allons vous présenter maintenant avec la campagne océanographique Mérite Hippocampe. Donc, la campagne Mérite Hippocampe, qui a été organisée dans le cadre de Mistral, avait pour objectif de mettre en évidence le rôle des plus petites fractions planctoniques, bactéries, phytoplancton, zooplancton, dans l'accumulation et le transfert des contaminants dans des habitats écologiques contrastés de Méditerranée. Cette campagne transméditerranéenne a eu lieu au printemps 2019 à bord d'un navire de la flotte océanographique française, l'Antea. 10 stations ont été étudiées le long d'un transect nord-sud, donc allant de la Seine-sur-Mer jusqu'à Djerba en Tunisie. L'équipage scientifique était composé d'océanographes physiciens, biologistes, chimistes, français et tunisiens, de divers instituts et laboratoires. Et nous avons étudié, dans le cadre de cette campagne, une très grande diversité de contaminants, à la fois des contaminants organiques et puis des contaminants métalliques, ainsi que des microplastiques. Alors, des innovations méthodologiques ont été mises en œuvre durant cette campagne Hippocampe pour à la fois collecter, trier, analyser le plancton et de grosses quantités de plancton. Donc, il y a eu cette innovation, ce gros travail, je dirais depuis le pont du bateau jusqu'au laboratoire de chimie analytique. Vous pouvez voir des photos, des moyens de collecte, donc des filets, des bouteilles, des pompes in situ et des moyens de tamisage qui nous ont permis de séparer des organismes planctoniques en différentes classes de taille. Alors, avec des organismes qui vont, pour les plus grands, on va dire de quelques millimètres, pour les organismes du macro-zooplancton, en descendant jusqu'à des organismes qui font quelques micromètres en taille. Ce sont les organismes du pico et du nanophytoplancton, donc quelques micromètres, c'est 1 millier de fois plus petit que le millimètre. Donc, c'est vraiment des organismes extrêmement petits. Donc, on a pu discriminer, séparer vraiment une très grande diversité de tailles d'espèces phytoplanctoniques.
Donc, vous voyez des photos également de ces différentes espèces, de ces différents organismes planctoniques. Et pour donner un chiffre, au cours de la campagne, pour pouvoir collecter toute cette grosse quantité de plancton, on a utilisé environ 15 millions de litres d'eau de mer. 15 millions de litres d'eau de mer ont été nécessaires, sont passés par nos filets à plancton, par nos bouteilles, par nos pompes, pour pouvoir collecter ces très grosses quantités de plancton. Donc, c'était un travail vraiment phénoménal. Et ensuite, après ce travail, je dirais, de terrain sur le bateau, il y a eu le travail en laboratoire pour analyser des teneurs en contaminants dans ces différents organismes avec des conditions de laboratoire en ultra-trace, ce qu'on appelle permettant d'analyser des très très faibles concentrations. Donc avec tout un environnement, une infrastructure dans le laboratoire et des équipements de pointe permettant d'aller détecter des concentrations en contaminants aussi faibles que 10 puissance moins 12 grammes par litre. Donc 10 puissance moins 12 grammes par litre, c'est en fait, dans un litre, on est capable d'aller détecter une quantité qui est 1000 milliards de fois plus faible que le gramme. Donc c'est vraiment, on est capable de détecter des très très petites quantités en contaminants. Alors on va passer maintenant à quelques résultats de cette campagne Hippocampe. Voici une illustration de la bioconcentration et du transfert dans le plancton, des contaminants, pardon, dans le plancton en Méditerranée. Donc là, on a pris l'exemple du mercure dans le cadre de la campagne Hippocampe. Donc vous voyez sur ce schéma, en fait c'est un schéma général qui est une moyenne un petit peu de l'ensemble des stations. Je vous ai dit sur la campagne Hippocampe, on a étudié 10 stations, donc c'est une moyenne des résultats sur les 10 stations qui montre en fait la concentration en mercure, donc c'est le symbole Hg, dans les différents compartiments. Donc dans l'eau de mer, c'est le Hg dissous, et ensuite dans les différents compartiments planctoniques, donc du pico-phytoplancton jusqu'au macro-zooplancton. En fait, vous voyez que la taille des cercles est proportionnelle en fait à la concentration en mercure. Plus le cercle est gros, plus la concentration en mercure est importante. Donc le premier élément qui apparaît, c'est que finalement, entre l'eau de mer et le plancton, de façon générale, sans aller regarder dans le détail les différentes fractions de taille, on voit qu'on a un facteur de concentration qui est énorme du mercure. C'est-à-dire que globalement, le mercure est 1 million de fois plus concentré dans le plancton que dans l'eau de mer. Deuxième résultat, c'est que finalement, cette bioconcentration est surtout très importante entre l'eau de mer et les plus petites fractions de taille. Vous voyez les gros cercles, là, le pico et le nanophytoplancton. Donc ça, c'était un schéma général pour l'ensemble des stations. Maintenant, on va regarder ce qui s'est passé pour 2 stations et pour mettre en exergue finalement des différences nord-sud au cours de cette campagne. Donc, vous voyez ici les mêmes types de schémas qui représentent la concentration en mercure dans différentes fractions, donc l'eau de mer et les fractions planctoniques, mais cette fois pour 2 stations particulières. Donc, premièrement, la station 1 qui était la baie de Toulon, donc au nord, et puis en dessous, la station 19 pour le golfe de Gabès en Tunisie, donc la station du sud. Donc, en fait, ici, on a vraiment les 2 extrémités géographiques de la campagne Hippocampe avec le nord et le sud. En fait, on voit que les concentrations en mercure dans l'eau entre le nord et le sud sont finalement assez proches. En Hg dissous, les concentrations sont relativement proches. En revanche, ces concentrations elles vont diverger dans le plancton entre le nord et le sud. Et ceci est lié à la structure même du réseau planctonique. En effet, au nord, nous observons en fait une bioconcentration importante de mercure dans le pico et le nanophytoplancton. Vous voyez avec des cercles assez importants, mais également on voit une augmentation des concentrations de ce mercure dans les espèces dans le zooplancton. Et ceci en raison d'une consommation de ce pico et nanophytoplancton par le zooplancton. En revanche, au sud, on observe toujours cette bioconcentration importante dans le pico-phytoplancton, et même qui est plus importante qu'au nord, mais dans ce cas-là, on voit que les cercles ils sont très très petits pour les autres fractions de taille plus importantes. Donc des concentrations en mercure plus faibles dans le nanophytoplancton et dans le zooplancton. Et ceci, finalement, est lié au fait que ce picoplancton est peu consommé par le nanophytoplancton et par le zooplancton. Donc ces résultats, ils permettent finalement de mettre en évidence que la structure du réseau planctonique, les voies d'alimentation au sein de ce réseau planctonique vont conditionner le devenir, le transfert des contaminants au sein de la chaîne trophique.
Donc, on en vient maintenant aux messages clés, les messages clés que nous souhaitons vous délivrer avec cette communication. Premièrement, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a observé une très forte bioconcentration des contaminants entre l'eau de mer et les fractions du plancton, notamment des petites fractions. Donc vraiment, il y a un vrai hiatus, je dirais, entre l'eau de mer et le plancton. C'est là que se passe vraiment la forte concentration et vraiment l'entrée des contaminants au sein du réseau trophique. Le deuxième élément, c'est que la structure, alors en espèces ou en taille du réseau planctonique, va influencer ce transfert des contaminants. Nous l'avons vu avec ces différences entre la station du Nord et la station du Sud. Et puis finalement, il faut vraiment comprendre la contamination qui a lieu dans le plancton pour pouvoir comprendre et je dirais prédire la contamination des ressources biologiques. Les ressources biologiques, c'est en fait les espèces marines qui sont consommées ou exploitées par l'homme. Donc si je caricature un petit peu, je dirais que pour comprendre la contamination d'un poisson comme le merlu, il faut aller regarder ce qui se passe en termes de contamination au niveau des fractions du picoplancton, qui sont des organismes extrêmement petits, qui font, comme je le disais tout à l'heure, qui sont 1000 fois plus petits que le millimètre. Et donc, c'est peut-être ces organismes-là qui vont permettre de comprendre pourquoi il y a telle concentration dans le merlu. Et puis, un autre élément aussi, qui nous paraît important, on n'a pas montré d'exemple là-dessus, mais finalement, on n'a pas vu trop de gradients ou de différence dans la contamination du plancton entre des zones côtières et puis des zones du large. Les deux stations que je vous ai présentées tout à l'heure, c'était des zones côtières, nord et sud. Je ne vous ai pas présenté des résultats au large, mais on a observé aussi des mêmes niveaux de contamination dans le plancton des zones du large. Autrement dit, on n'a pas observé de gradient net entre des côtes qui seraient très contaminées et une zone du large peu ou pas contaminée. Pas du tout. On est plutôt dans quelque chose qui est très qui est très lisse et sans gradient. Donc ça, c'est important et ça a des conséquences également pour les ressources biologiques puisqu'il y a des espèces de poissons, etc., qui vont se nourrir dans ces zones du large et qui vont se nourrir du plancton. Et le dernier élément que je tenais à souligner, c'est que finalement, c'est pour ça qu'on a un petit peu incité là-dessus avec les innovations technologiques, c'est que pour comprendre la contamination des espèces planctoniques, autrement dit, pour essayer d'aller détecter des contaminants dans des fractions de plus en plus petites de plancton qui nécessitent des techniques toujours plus sophistiquées, c'est vraiment important d'innover, de garder ce volet d'innovation tant dans les techniques d'échantillonnage en mer, les techniques d'observation, les techniques d'analyse au laboratoire, et puis également, on n'en a pas parlé ici dans la présentation, mais il y a aussi tout le volet de la modélisation qui va nous permettre de mieux comprendre ce transfert des contaminants au sein de la chaîne trophique via le plancton. Voilà, je vous remercie de votre attention. Juste, je tenais vraiment à remercier l'ensemble du groupe Mérite Hippocampe encore une fois, parce que c'est un vrai travail collectif qui a été un travail très récent. Donc, comme je vous disais, la campagne Hippocampe, elle a eu lieu en 2019. On tenait vraiment à vous présenter des résultats pour cette conférence de presse et pour la conférence Mistral qui aura lieu prochainement. Voilà, on s'est vraiment attaché et à sortir des résultats pour vous les présenter aujourd'hui. Merci. Merci Marc, merci Jacek. Je vais donc vous déconnecter et nous allons pouvoir écouter la dernière intervention qui est celle de Virginie Baldi qui va nous parler des forêts méditerranéennes et de leur adaptation en période de changement climatique. Vous êtes connecté? Oui, ça y est, je suis connectée. On vous entend. Merci. Merci François. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Virginie Baldi, je suis professeure à Aix-Marseille Université et rattachée à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Et je vais vous présenter des résultats concernant la forêt méditerranéenne dans un environnement changeant, comment le changement climatique
affecte sa biodiversité et son fonctionnement. Ce projet fait partie en fait du sous-programme de Mistral qui s'appelle BiodivMex, Biodiversity of the Mediterranean Experiment, et qui traite en fait de la biodiversité autour du bassin méditerranéen. C'est un programme interdisciplinaire qui regroupe une centaine de chercheurs tout autour du bassin méditerranéen et vraiment interdisciplinaire. Donc on parle de la construction historique de la biodiversité méditerranéenne, mais aussi sa vulnérabilité aux changements récents. Donc la région méditerranéenne est un hotspot de biodiversité sur 2 millions de kilomètres carrés, donc soumis à un climat méditerranéen. On a 10 hotspots régionaux de biodiversité de plantes notamment, donc avec 10% de la richesse mondiale sur seulement 1,6% de la surface terrestre. Et ces hotspots de biodiversité sont par définition fortement menacés par les changements environnementaux. Alors la région méditerranéenne est effectivement très diversifiée, mais aussi a subi une très longue et très ancienne, une très forte pression anthropique, ce qu'on appelle un peu le paradoxe méditerranéen. Il y a une vraie construction entre l'homme et l'environnement. Donc, l'homme a également apporté de la diversité végétale avec des systèmes agricoles diversifiés, avec des espèces patrimoniales. Concernant la forêt méditerranéenne, eh bien, elle est également caractérisée par une très forte diversité. Il est adapté au climat méditerranéen. Donc, le climat méditerranéen, on en a déjà parlé, notamment avec l'intervention de Véronique, donc est caractérisé par une concomitance de la période chaude et de la période sèche. Donc, ça constitue un stress hydrique estival très important pour les organismes, et ces organismes méditerranéens sont adaptés à ce stress hydrique estival. Donc, évidemment, on parle d'organismes terrestres. Donc, la forêt est très diversifiée. Alors, à gauche, vous avez une photo d'une forêt de chêne blanc sur la rive nord de la Méditerranée. Vous avez aussi à droite une forêt du Liban. Donc, vous avez des forêts très diversifiées en fonction de la rive nord ou de la rive sud. Et une forêt est également multifonctionnelle, à alliance de l'agriculture, de la sylviculture et du pastoralisme depuis effectivement des millénaires. Donc, la forêt méditerranéenne n'est pas forcément une forêt avec des arbres très denses et très hauts. Vous avez tout à droite, là, une forêt marocaine. C'est aussi une forêt, donc très différente de celle qu'on peut trouver sur la rive nord et dans les sous-climats tempérés autres que méditerranéens. La forêt méditerranéenne est en pleine expansion sur la rive nord. Ici, vous avez sur la gauche effectivement une recolonisation des friches agricoles, donc des friches agricoles abandonnées depuis le 19e à peu près, qui sont colonisées par de la forêt. Donc, on a une expansion des surfaces forestières au niveau de la rive nord de la Méditerranée, mais au niveau de la rive sud, on a toujours une surexploitation de ces forêts. Donc une dynamique assez différente en fonction de l'endroit où on se trouve autour du bassin méditerranéen. Mais c'est une forêt sentinelle qui est vraiment en première ligne du changement climatique, tout comme la région méditerranéenne de façon générale, très sensible au changement climatique avec ce stress hydrique estival qui s'accroît, qu'on voit s'accroître ces dernières années. Et alors que ces forêts produisent vraiment de grands services écosystémiques, donc c'est des services de l'écosystème pour l'homme, et notamment une capacité de stockage de carbone très importante qui peut représenter plus de la moitié de celle des terres émergées sur la planète. Alors le changement climatique en Méditerranée, on l'a déjà évoqué, alors il est finalement assez variable par rapport aux prédictions qu'on pouvait en faire il y a quelques années, avec notamment une importance de la réduction de précipitations à environ 30%, mais on a vu que ça dépendait vraiment des situations locales. Mais ce qu'on peut observer, c'est surtout une augmentation de la fréquence des événements extrêmes, alors des fortes précipitations, mais aussi une augmentation de la période sèche estivale. Donc, on a essayé dans le programme BiodivMex, entre autres, de comprendre le fonctionnement des écosystèmes terrestres, et en particulier forestiers, et anticiper leur évolution future, avec peut-être proposer des outils d'aide à la décision pour les gestionnaires de ces écosystèmes. Et pour cela, pour essayer de comprendre la réaction de ces écosystèmes face au changement climatique, eh bien, on fait ce qu'on appelle des manipulations des écosystèmes in natura. Donc, par exemple, ici, on manipule l'écosystème forestier
Donc, on a des sites expérimentaux forestiers. Là, je montre la rive nord de la Méditerranée. Donc, 3 sites principaux qui regroupent les 3 essences forestières dominantes de la rive nord, le chêne vert, le chêne blanc et le pin d'Alep. Donc, en fait, on manipule l'écosystème. On a tout un tas de capteurs dans ces écosystèmes qui mesurent la température, l'humidité, la croissance des arbres. Il y a tout un tas de mesures qui se font de façon automatique. Et puis ensuite, des mesures qui se font ponctuellement par des expérimentateurs. Et on compare en fait des parcelles forestières contrôle et des parcelles forestières dont on a exclu une partie des précipitations. Donc, on s'est fixé à 30% de précipitation, de réduction de précipitation au niveau annuel. Donc, soit pour un système de gouttières, pour la forêt de chêne vert ou la forêt de pin d'Alep, donc des gouttières sur 30% de la surface des parcelles exclues, ou bien sur la forêt de chêne blanc, nous avons un système dynamique. C'est une bâche qui se déploie au-dessus de la canopée pour réduire 30% des précipitations sur l'année, mais également augmenter cette période de sécheresse estivale. Donc, on peut manipuler là le régime de précipitation également. Alors, ça permet d'étudier la réaction de la forêt à tous les étages, j'ai envie de dire, à toutes les composantes d'écosystèmes forestiers, du sol au plafond, avec tout un tas de capteurs, comme je vous l'ai dit. Donc, pour étudier la structure, c'est-à-dire les communautés vivantes qui colonisent cette forêt, comment elles sont structurées dans l'espace, leur biodiversité, soit la biodiversité des plantes, mais aussi de la faune, avec la faune du sol en particulier. On étudie également dans ces forêts la réaction ou l'impact du changement climatique sur la production, par exemple, de composés organiques volatiles par les arbres, avec, vous voyez, une cloche qui permet de quantifier ces émissions de composés organiques volatiles, ou bien sur la droite, on étudie aussi la dynamique avec des mesures de photosynthèse des arbres. Donc, on peut étudier, grâce à ces sites expérimentaux, le lien entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes forestiers dans un contexte du changement climatique. Ce lien, il est essentiel vraiment pour comprendre les équilibres écologiques et pour comprendre leur fragilité aussi et comment on peut les maintenir afin de maintenir la production de services écosystémiques, comme la production de bois, par exemple, et avec en particulier la filière bois-énergie qui se développe de plus en plus, mais aussi la capacité des forêts à stocker le carbone, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les forêts stockent énormément de carbone. Donc, ça permet de compenser un peu le changement climatique, enfin les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Alors là, je vais faire un focus sur un compartiment qui est finalement très peu connu, très peu étudié, c'est le sol, qui est un réservoir de biodiversité et lieu des cycles biogéochimiques, c'est-à-dire que c'est à cet endroit qu'on a le recyclage de la matière organique. Alors, la matière organique, ce sont les feuilles d'arbres principalement qui vont tomber au sol et qui vont être prises en charge par tout un tas d'organismes au niveau du sol. Ce sont des bactéries, ce sont des champignons, mais ce sont des organismes appartenant aussi à la faune du sol qui est très, très diversifiée, très abondante, et en particulier la mésofaune. Ce sont des petits organismes qui sont connus sous le nom de colamboles. Alors, peut-être colambole, ça vous dit pas grand-chose, mais acariens, en revanche, ça vous parle peut-être plus. Donc, vous avez une très grande diversité et très grande abondance au niveau du sol. Donc, ces organismes sont ce qu'on appelle détritivores, c'est-à-dire qu'ils vont consommer les feuilles qui sont colonisées notamment par les bactéries et les champignons. Et vous avez aussi des organismes qui sont prédateurs de cette faune détritivore. Donc, prise en charge de cette matière organique, transformation de cette matière organique. Une partie va constituer ce qu'on appelle l'humus, avec des stockages de carbone pendant plusieurs millions d'années. Il faut savoir que le sol stocke 2,6 fois plus de carbone que dans les autres compartiments des écosystèmes terrestres. Et aussi, une grande partie de cette matière organique va être ce qu'on appelle minéralisée, c'est-à-dire remise à disposition pour les plantes et puis pour les autres organismes, et donc avec une libération de carbone. Alors, on a étudié comment le changement climatique affecte la biodiversité et le fonctionnement du sol en étudiant justement l'impact de cette réduction de précipitations sur la faune, la petite faune associée aux feuilles en décomposition. Donc avec des acariens, avec des colamboles, qui sont responsables du recyclage de la matière organique. Donc un processus qui est très très important pour le fonctionnement des écosystèmes.
Donc là, on voit ici, il y a des organismes donc qui sont détritivores, hein, toujours pareil, donc certains acariens, certains colimboles, et puis d'autres organismes qui sont prédateurs en rouge. Et donc, on regarde l'impact de la réduction de précipitations sur les parcelles contrôle, donc, en comparant les parcelles contrôle, et les parcelles possédant ce système d'exclusion de pluie sur cette faune associée aux feuilles qui se décomposent au sol. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une réduction de l'abondance de tous les groupes de faunistiques intervenant dans le recyclage de la matière organique, avec même la disparition d'un des groupes de détritivores appartenant au colimbole. Et donc, on a jusqu'à de 20 à 100% donc de réduction de cette abondance d'organismes. Les colimboles sont plus affectés que les acariens et surtout, les organismes détritivores sont plus affectés que les prédateurs. Donc, ça change un peu la chaîne alimentaire et tout le réseau trophique du sol et finalement le fonctionnement de l'écosystème forestier. Alors, heureusement, on a comparé cette réduction de la faune détritivore et la faune prédatrice associée aux feuilles en décomposition sur des parcelles comprenant une seule espèce d'arbre, en fait. Et on a vu qu'en comparant ces parcelles avec une seule espèce d'arbre et les parcelles comprenant 3 espèces d'arbres, cette réduction était beaucoup moins importante de la faune détritivore prédatrice avec l'exclusion de pluie. Donc, en fait, on se rend compte que si on maintient la biodiversité végétale, on permet de maintenir la biodiversité et l'abondance des organismes du sol. Et donc, on rend finalement les écosystèmes forestiers moins vulnérables au changement climatique. Donc, voilà, j'en ai terminé. Je voulais remercier donc une longue liste de contributeurs forestiers de Biodivmex. C'est qu'un des projets parmi les dizaines et les dizaines de projets développés dans Biodivmex. Et notamment, un grand merci à tous les doctorants et les stagiaires qui ont contribué à ce travail. Merci Virginie. Je vais donc inviter donc nous avons vu toutes les interventions. Je vais inviter tous les intervenants et les intervenantes à revenir donc pour répondre aux questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les adresser dans l'onglet questions. Je vais attendre que tout le monde soit connecté. Alors, je n'ai pas pu faire apparaître Véronique Ducrot, mais bien sûr, je la ferai venir pour répondre aux questions qui sont dédiées aux précipitations extrêmes. Je vais commencer par une question qui nous a été adressée donc, sur le plancton. Excusez-moi. Sophie Becherel pour France Inter s'interrogeait, donc c'est pour marquer Jacek, Sophie Becherel pour France Inter s'interrogeait sur la phrase « La structure du réseau planctonique conditionne le devenir des contaminants ». Donc sa question est « Le plancton est-il de composition différente ou est-ce autre chose ?» Oui, bonjour, je vais essayer de compléter et expliquer effectivement la notion de structure. Il s'agit principalement ici des relations trophiques, c'est-à-dire dans les règnes du plancton, on peut avoir effectivement ces relations trophiques qui sont différentes. Elles sont extrêmement complexes. Donc Marc, il a montré effectivement les différences qui peuvent être conditionnées par cette structure, à condition qu'effectivement les relations trophiques sont différentes dans les planctons. Les regards classiques, on peut dire, c'est les regards linéaires, on peut dire les plus petits et consommés pour les plus grands. C'est pas forcément comme ça. Effectivement, il peut y avoir également ce que nous avons essayé d'étudier, quelque chose qu'on peut appeler la boucle microbienne, qui est très bien connue pour d'autres éléments dans les écosystèmes marins, qui peut contribuer au transfert effectivement des contaminants vers les niveaux plus élevés en passant pas par les phytoplanctons,
mais par exemple par les bactéries. Je pense qu'il est extrêmement important de prendre ces relations fonctionnelles dans la description de la qualité du milieu, parce que nous avons vu qu'à des niveaux de concentration du mercure, c'était un exemple, mais également c'est vrai pour d'autres contaminants, on peut avoir des contaminations qui sont différentes au nord ou au sud dans le plancton. Et ces relations fonctionnelles conditionnent le niveau de la contamination. Donc voilà, ça c'est des éléments. Je ne sais pas, Marc, tu veux peut-être compléter? On n'entend pas. Les micros, Marc, on n'entend pas. Pardon. Non, je disais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Jacek, j'ai rien de plus à rajouter. François, on n'entend pas ton micro. Oui, parce que j'avais coupé mon micro, j'ai coupé les micros de toutes les personnes qui n'intervenaient pas. On a une autre question, toujours au sujet du plancton, pour Caroline Delabroix de 20 minutes Marseille, qui nous demande si vous pouviez réexpliquer la différence nord-sud que l'on observe sur la contamination des planctons. Alors, je prends la parole, peut-être Jacek, tu voudras compléter. Avec cet exemple nord-sud, en fait, on s'est rendu compte finalement que, comme je disais, on peut avoir une concentration dans l'eau de mer au nord et au sud en termes de mercure qui sont relativement similaires. Et par contre, on voit que dans le plancton, des concentrations qui divergent en fonction des espèces ou des fractions de taille considérées. Et justement, ce que l'on dit, c'est que, alors, on observe quand même au nord et au sud, dans les toutes petites fractions, notamment le phytoplancton, une accumulation des concentrations élevées dans ces toutes petites fractions du phytoplancton. Et en revanche, ensuite, ça diverge entre le nord et le sud, puisque au nord, ça a plutôt tendance à augmenter aussi dans le nano, et puis on voit des concentrations aussi élevées dans le zooplancton. En revanche, au sud, forte concentration dans le pico, mais ensuite concentration plus faible dans le nano et dans le zoo. Donc là, ce que l'on dit, c'est que cette différence, elle provient justement de la structure du réseau et des relations trophiques qui existent entre ces fractions de taille. Et donc ces relations trophiques ne sont pas du tout les mêmes au nord et au sud, et donc on a des relations de consommateurs, de producteurs à consommateurs qui ne sont pas les mêmes et qui vont expliquer que dans un cas, au nord, le mercure se retrouve à concentration élevée jusque dans les plus grosses fractions du zoo, alors que ce n'est pas le cas au sud. Je vais simplement ajouter peut-être que même cette question rejoigne la première question, mais il me semble qu'on peut même élargir les propos. C'est-à-dire, finalement, dans les milieux oligotrophes, on a la tendance, et on peut observer que l'efficacité des prises à charge des contaminants par les vivants est plus élevée que dans les milieux, on peut dire, mésotrophes, voire eutrophes. Donc, ces types de différences peuvent exister à plus large échelle. Donc, si on compare effectivement la contamination de certaines espèces dans les golfes de Gascogne, avec les golfes du Lion, on peut observer effectivement les niveaux de la contamination plus élevée dans les golfes du Lion, puisqu'il y a effectivement le fonctionnement des écosystèmes qui conditionnent la plus grande prise à charge des contaminants qui sont dans l'eau à des niveaux comparables. Le micro. Je vois que votre première réponse n'a pas été assez claire. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de réexpliquer peut-être avec des termes plus simples. Donc, je rappelle, la question, c'était pourquoi est-ce que la structure du réseau planctonique conditionne le devenir des contaminants? Est-ce que le plancton est de composition différente? Est-ce que vous pouvez essayer de nous réexpliquer comment est-ce que le réseau planctonique, sa structure peut influer sur la répartition des contaminants?
Marc, peut-être tu vas essayer de répondre. Moi, je vais ajouter. J'avais ajouté à la réponse que j'ai donnée. Nous avons séparé les planctons par classe de taille, mais la taille ne reflète pas finalement des relations trophiques. Ce qui décrit la structure des réseaux du plancton, la structure, c'est des espèces. Il est extrêmement difficile, et on n'est pas capable actuellement, de séparer et étudier l'espèce par l'espèce. Seulement dans les dispositifs expérimentaux au laboratoire, il est possible effectivement de faire ce type d'études. Ça n'a pas été mis en œuvre dans le cas des Mistral, mais finalement, nous, on pense que l'observation dans le milieu, in situ, nous permet véritablement de refléter quelles sont les relations dans les écosystèmes. Bon, Marc, je ne sais pas si peut-être tu veux encore compléter. Oui, non, c'est juste pour ajouter un point. Effectivement, en fait, on a à la fois ce que disait Jacek, c'est ça, c'est que nous, ce qu'on est capable de faire, c'est collecter du plancton, trier en classes de taille et faire des analyses de contaminants dans ces classes de taille. D'un autre côté, dans ces mêmes classes de taille, on peut faire, et on a fait également, en plus du dosage de contaminants, on a fait du dosage de matière organique, de l'isotopie du carbone, de l'azote. Il y aura aussi des analyses de taxonomie pour évaluer un petit peu la diversité quand même en termes d'espèces. Alors pas avec une résolution des différentes fractions de taille, mais on va essayer d'évaluer les différentes espèces du phytoplancton ou du zooplancton. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre en relation à la fois les concentrations en contaminants et puis les informations que l'on a sur la taille, sur la diversité, sur la composition en matière organique et sur l'isotopie aussi du carbone et de l'azote qui donne une information sur l'origine de la matière. Et avec tout ça, on essaie de reconstituer un petit peu l'histoire du réseau trophique du plancton, à savoir en gros quelles espèces sont en présence et quelles espèces se nourrissent d'autres espèces, et on met au regard ça le transfert des contaminants. Donc c'est vrai que c'est pas simple, c'est un puzzle qu'on essaie de reconstituer, et c'est pour ça qu'on dit que finalement, globalement, la structure du réseau planctonique influence le devenir des contaminants. C'est ce qu'on observe à travers des concentrations différentes en contaminants, en fonction des classes de taille et en fonction des informations que l'on a sur les voies d'alimentation de ce réseau planctonique. Et ces indications-là, on les a via notamment des informations d'isotopie, du carbone et de l'azote. Merci. Je vous propose donc je vois que Sophie Becherel a encore des questions. Donc vous pouvez y répondre, Jacek, Marc, vous pouvez y répondre par écrit dans l'onglet questions si vous voulez compléter. Je vous propose qu'on prenne des questions sur une autre thématique. Entre autres, j'ai vu qu'il en revenait beaucoup au sujet des précipitations extrêmes. Je vais inviter Véronique à nous rejoindre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Alors, au sujet des précipitations, Latifa Madani de l'Humanité nous demande si la France, en termes de configuration géographique, géologique, conjuguée à un modèle d'urbanisation, est-ce qu'elle est particulièrement vulnérable aux précipitations extrêmes et à ses effets? Alors, je dirais que tout le pourtour nord-occidental méditerranéen est soumis à ces précipitations intenses méditerranéennes. Donc, la France n'est pas plus vulnérable que l'Espagne ou l'Italie. Ensuite, en termes de réchauffement climatique, c'est vrai que la région Méditerranée subit un réchauffement climatique qui est plus important que dans d'autres régions. Ensuite, ce qui est modèle d'urbanisation, oui, la partie urbanisation, mais ça c'est pareil, on a dans le pourtour méditerranéen de l'urbanisation sur le littoral, qui va amener à des phénomènes de ruissellement urbain plus importants. Mais bon, quelque part, c'est aussi, voilà, il y a
la prévention qui est faite sur, pour les constructions maintenant en zone inondable. Et puis après, voilà, c'est l'aspect plus prévention de ces risques et prévision de ces risques qui sont à développer. Et toujours pour vous, Véronique, Paul Molga des Échos nous demandait dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut aider à l'anticipation des phénomènes extrêmes. Est-ce qu'il existe des équipes de Météo France qui travaillent sur ce sujet? Alors oui, du Météo France, du CNRS, voilà, il y a des chercheurs qui travaillent sur ces sujets. Alors sur différents aspects. Il y a à la fois pour essayer de tirer des signaux de l'ensemble des prévisions que l'on peut avoir à aider à la prévision des précipitations intenses, notamment tous les scénarios que l'on a avec la prévision d'ensemble, donc essayer d'extraire des informations pertinentes de cet ensemble assez volumineux de données. Les deux autres axes qui sont plus en cours encore de recherche, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour établir des relations plus statistiques entre des observations de certains instruments et les variables du modèle pour ensuite intégrer ces observations dans les modèles et contraindre les modèles de prévision. Et le dernier axe, c'est l'aspect quand on ne connaît pas, qu'on n'est pas capable d'établir une équation physique entre différents, pour représenter certains processus, on peut essayer également d'utiliser l'intelligence artificielle pour obtenir des relations plus statistiques pour mieux décrire, représenter les processus. Voilà ce que je vois. Le micro, François. Oui, c'est bon, je viens de le remettre. Agnès, nous avons une question pour vous. D'Agnès Rougier de RFI. Il faudrait que vous rallumiez votre micro, il est encore éteint. Donc Agnès Rougier d'RFI vous demande pourquoi une telle différence d'évaluation des quantités de polluants atmosphériques a-t-elle été observée entre les inventaires locaux et mondiaux? Oui, donc alors ce résultat, il n'est pas, enfin, on pouvait s'y attendre, alors peut-être pas une différence aussi importante. Donc je dirais, ma réponse serait d'abord peut-être de rappeler ce qu'est un inventaire. En fait, un inventaire, c'est donc recense une quantité de polluants émise à un instant donné pour un domaine donné. Et ça s'appuie évidemment pour construire ces inventaires, on a besoin de données relatives aux sources d'émissions, des données quantitatives. Et une des données de base, c'est ce qu'on appelle le facteur à l'émission, c'est-à-dire ça renseigne sur une grandeur d'activité. Donc, par exemple, typiquement, pour les émissions à échappement automobile, ce sera une quantité de polluants émise par kilomètre parcouru ou par quantité de carburant consommé. Et donc, ces données, ces facteurs d'émission, ils sont généralement bien renseignés à nos latitudes. Donc, on a des facteurs du coup d'émission qui sont représentatifs des activités et également on va dire des technologies utilisées. Pour les pays de la Méditerranée de l'Est, on n'a pas de facteur d'émission représentatif. Et donc, finalement, ces inventaires globaux vont plutôt travailler par défaut sur des données d'émission qui ne sont pas forcément représentatives. Ce qui peut expliquer qu'effectivement, ils échouent à quantifier les émissions dans cette région. Et à l'inverse, des inventaires locaux, et c'est en particulier le cas pour le Liban, il y a un vrai effort des collègues libanais de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth pour établir des inventaires locaux. Eh bien, eux, justement, ils vont aller estimer ces facteurs à l'émission qui seront du coup plus représentatifs des technologies en cours, des réglementations en cours, ce qui explique qu'eux se rapprochent beaucoup plus
de la réalité, donc une estimation plus réaliste des émissions. Nous avions aussi donc une question. Virginie, j'ai vu que vous aviez déjà répondu à l'écrit, mais je la trouve assez intéressante pour qu'on la fasse également à l'oral. Donc c'est Sophie Becherel pour France Inter qui nous demandait si pour vous le résultat n'avait pas été exploré pour les sols des forêts. Voilà, la question, elle dit que on a l'impression que vous arrivez à une conclusion qui n'est pas très étonnante. Parce que plus de biodiversité donne une meilleure résistance des milieux. Est-ce que vous pouvez me répondre à sa question, s'il vous plaît? Oui, donc en fait, c'est vrai que la relation entre les arbres et les organismes du sol, comme je l'écris, est encore assez mal connue. Déjà, le sol, c'est très peu connu et c'est considéré comme une ressource au même titre que l'eau depuis très peu de temps, depuis quelques années seulement, maximum 10 ans. Et on a malheureusement une érosion du sol à l'échelle planétaire, c'est ce que je voulais dire. Donc, alors que le sol est indispensable à la vie. Donc, effectivement, par rapport à la résistance de ces écosystèmes, eh bien, la diversité peut effectivement être positive, mais elle peut aussi ne pas influencer la résistance. La diversité peut ne pas influencer, la résistance des écosystèmes aux changements globaux. Et notamment, par exemple, il vaut mieux quelquefois maintenir certaines espèces peuplant les écosystèmes qui sont appelées des espèces clés de voûte, c'est-à-dire si elles disparaissent, par contre, il y a un effondrement du système, plutôt que maintenir une diversité élevée. Donc, la relation positive entre biodiversité, fonctionnement, vulnérabilité n'est pas forcément évidente, quoi. Donc, non, c'est des choses qu'il faut encore démontrer, quoi. Voilà. Je vois que nous avons une autre question qui revient sur le plancton. Florentin Roy pour Sciences et Avenir nous demande est-ce que... Excusez-moi. Pardon. Florentin Roy, pour Sciences et Avenir nous demande si les contaminants suivent un système cyclique, un peu à la manière du cycle du carbone. Et si oui, est-ce qu'il y a un moyen de sortir de ce cycle? Marc, tu attaques. J'en suis pas sûr de comprendre la cyclicité des contaminants. Moi, je vais essayer de commencer dans le sens, effectivement, donc les contaminants, les sources et la cyclicité peut être conditionnée par les apports. Donc, les apports peuvent, d'ailleurs, dans le cadre des Mistrans, que nous n'avons pas montré ici, nous allons étudier également des sites qui sont soumis à des apports intenses via des événements intenses comme des crues, des pluies intenses, des tempêtes, la remise en suspension. Donc, une certaine cyclicité qui n'est pas du tout saisonnière, mais qui peut être conditionnée par la remobilisation des contaminants ou des apports des contaminants dans le milieu, qui peuvent conditionner effectivement la contamination et entrer ces molécules et ces éléments métalliques dans le monde vivant. Je ne sais pas s'il s'agit des éléments de réponse par rapport à la question posée. Marc, tu souhaites éventuellement réagir? Ouais, c'est une question très complexe en fait, parce que déjà, en fonction du type de contaminant, on n'a pas du tout la même dynamique et entre guillemets le même cycle entre des métaux et des contaminants organiques. C'est pas du tout la même chose. Par la notion de cycle, comme tu disais, Jacek, on a une source, on a la source des contaminants quand ils arrivent dans le milieu par divers vecteurs. Hein. On a quand ils sont dans le milieu, ils peuvent subir des processus de transformation abiotiques ou biotiques. Ils peuvent subir cette accumulation, ce transfert dans la chaîne trophique, etc. Ils peuvent avoir un destin dans la chaîne trophique marine, ils peuvent avoir un destin, ils peuvent aller dans le sédiment, ils peuvent être dégradés, retourner dans l'atmosphère, etc. Donc, il y a plusieurs choses. Après, voilà, et ça dépend fortement du type de contaminant, de sa structure, si c'est un contaminant carboné ou qui ne contient pas de carbone, etc. C'est compliqué de faire un parallèle avec le cycle du carbone. Par contre, ce que l'on dit, on aime bien ce terme-là,
on aime bien le terme par analogie, en fait, parce que le plancton, on dit souvent que c'est la pompe biologique de carbone, puisqu'il absorbe le CO2 atmosphérique, qui transforme en matière organique, etc., avec la photosynthèse, avec la lumière, les sels nutritifs. Pour les contaminants, finalement, par analogie, on emploie un peu le même terme en disant le plancton est une pompe à contaminants. Une pompe à contaminants, dans le sens où il va, entre guillemets, absorber les contaminants qui sont présents dans l'eau. On l'a vu, un facteur de concentration de 1 million entre l'eau de mer et le plancton. Donc, par analogie, on aime bien ce terme-là de plancton en tant que pompe biologique à contaminants, en étant quand même en restant un peu prudent sur ce terme-là, parce que bon, voilà, mais voilà. Donc, je ne sais pas si on peut parler de cycle, voilà, pour les contaminants, parce que ça dépend fortement du type. Par exemple, je prends un exemple d'un hydrocarbure, un HAP. Par exemple, le naphthalène ou le phénanthène peut potentiellement, je dis bien potentiellement, être complètement dégradé et soit par l'activité biologique, par des bactéries, soit par l'activité photochimique, par l'action du rayonnement solaire. Il peut vraiment se dégrader et puis finir potentiellement par former du CO2, parce que c'est quelque chose qui contient du carbone de départ, potentiellement. Hein. Voilà, mais c'est pas le cas vraiment de l'ensemble des contaminants. Donc voilà, il faut être prudent aussi sur ce terme d'analogie dans les cycles du carbone et des contaminants. Très bien. Si je peux intervenir, je vais être très bref. Parce que, en effet, je pense dans la compréhension de la question, je me suis un tout petit peu trompé. Donc là, je comprends effectivement sur les cycles biogéochimiques des contaminants. Il me semble qu'on peut absolument parler effectivement de ces cycles biogéochimiques pour les contaminants, principalement historiques et également pour les métaux qui sont présents naturellement dans les écosystèmes. Donc, nous, on étudie, on essaye de comprendre la part anthropique apportée dans le milieu. Pour les molécules organiques comme les PCB qui ont été réglementées depuis une trentaine d'années, ces molécules, donc en amont, la réglementation a été faite tout au moins pour les pays comme la France, mais ils sont imbriqués en effet dans le cycle biogéochimique actuellement, donc ils contribuent toujours à la contamination des écosystèmes. Merci. Merci. Nous avons une question de Benjamin Grinda pour Véronique, donc Benjamin Grinda pour la Marseillaise, qui nous demande est-ce qu'il y a des stratégies qui sont envisagées concernant l'artificialisation des sols pour lutter contre les conséquences des précipitations extrêmes? Au sein d'IMEX, on n'a pas eu de travaux là-dessus. Je ne suis pas capable de répondre là. On peut juste dire que l'artificialisation des sols continue quand même en région méditerranéenne avec l'urbanisation. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait une stratégie pour limiter cette artificialisation, malheureusement. Nous avons une nouvelle question pour Agnès de Sophie Becherel de France Inter. Savoir, est-ce que les mesures continuent, vos mesures continuent aujourd'hui? Pour le cas, vous avez mentionné 18 stations qui ont travaillé de 2010 à 2015. Est-ce que les mesures y ont cessé? Est-ce qu'il y a des projets de suivi? Est-ce que, même si ce n'est pas encore fait, est-ce que ce serait intéressant? Alors, par rapport à la question sur les 18 stations, alors je n'ai pas précisé dans ma présentation, mais ce sont des stations qui appartiennent au réseau de surveillance de la qualité de l'air. Donc, il faut savoir qu'au Caire, il y a un réseau de surveillance de la qualité de l'air. Donc, ce sont des données extrêmement précieuses. Et donc, c'est à partir de ces données que nous avons évalué l'impact sanitaire. Donc, évidemment, ces données continuent d'être collectées en continu de façon quotidienne. Donc, grâce à notre initiative, on a pu avoir accès à ces données qui sont gérées par le ministère de l'Environnement égyptien. Les campagnes qu'on a mises en œuvre au Caire qui viennent compléter ces données, notamment sur les questions de la pollution d'origine organique. Donc, la campagne intensive sur une durée de 2 mois, elle s'est terminée au début de cette année 2020. Et là, nos mesures se poursuivent à une fréquence plus réduite pour 1 an, pour justement capturer aussi la saisonnalité des émissions et des processus auxquels on s'intéresse. Donc oui, ça continue parce que c'est aussi intéressant et que vraiment tout le volet d'exploitation scientifique pour le Caire et sur les aspects émissions, il est encore
à exploiter. Et on a aussi des projets de couplage aussi, de modélisation de la qualité de l'air au Caire également, en collaboration avec l'Université du Caire, le NRC, qui est le National Research Center égyptien, et des laboratoires du CNRS en France. Nous avions aussi des questions. Je vais inviter Cyril Moulin à nous rejoindre. Nous avions des questions plus larges sur Mistral. Alors, je vais donc déconnecter l'un d'entre vous. Excusez-moi. Cyril, on vous entend? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Donc, écoutez, par ordre chronologique, dans l'histoire de Mistral, on va prendre en premier la question de Paul Molga des Échos, qui nous demande, qui nous dit vous avez beaucoup parlé de relevés d'observation sur le terrain et qui se questionnait sur la quantité de données qui ont été récoltées par les scientifiques sur la durée du programme Mistral. Oui, alors je vais pas pouvoir donner un chiffre magique sur la quantité de données. Ce qu'il faut, enfin, vous avez eu en tout cas un petit aperçu du type de campagne de terrain, de mesures, d'observations de toutes sortes qui ont été faites pendant ces 10 années, que ce soit à bord d'avions, de bateaux, sur le terrain, dans les forêts, etc. Donc c'est une somme de données absolument fantastique. Donc évidemment, un des héritages de ces 10 années se concrétise en fait par une base de données qui est une base de données Mistral, donc qui regroupe toutes les données de toutes les campagnes d'observation qui ont pu être faites dans Mistral. Alors, elle n'est pas encore complètement complète. Il y a des mesures qui ont été faites encore récemment. Donc, par exemple, comme l'exemple que Marc donnait pour Hippocampe, on met les données dans cette base de données que lorsqu'elles sont validées, définitives, etc. Mais néanmoins, voilà, on a accumulé dans cette base de données vraiment un corpus de connaissances absolument gigantesque qui est unique, puisque plus jamais on ne refera la même mesure. Et donc, c'est extrêmement précieux. Et donc, puisque c'est précieux, on a mis en place effectivement un système de base de données très organisé et dans laquelle les futures actions de recherche en Méditerranée pourront venir chercher les informations disponibles, s'appuyer dessus pour faire des nouveaux projets, des nouvelles analyses, les regarder aussi de façon un peu différente dans quelques années, le cas échéant. Voilà, donc ça c'est une action absolument cruciale, en particulier dans un cadre de sciences ouvertes qui est aujourd'hui le contexte dans lequel on travaille, où l'ensemble des données produites par la recherche doit être accessible au plus grand nombre. On t'entend pas. Qui s'adresse, je pense, plutôt à vous, Cyril, mais peut-être que vous avez aussi d'autres intervenants qui ont des choses à dire sur Caroline Delabroix de 20 minutes Marseille qui nous demandait si vous aviez un mot de conclusion générale sur Mistral et peut-être sur ses suites. Oui, alors sur les suites, effectivement, donc Mistral s'arrête, hein, c'est un programme qu'on a pensé pour une durée de 10 ans. Alors évidemment, le programme s'arrête, mais ça ne veut pas dire que tout s'arrête, hein. Bien au contraire, j'allais dire, comme vous avez vu, les dynamiques qui ont pu être lancées sur ces différents projets, aussi les nouvelles collaborations qui vraiment étaient au cœur aussi de ce qu'on voulait mettre en place avec Mistral, aussi bien entre des disciplines, donc des chercheurs de disciplines différentes qui se sont rencontrés dans le cadre de Mistral, que des collaborations avec d'autres pays. Par exemple, Agnès évoquait effectivement l'ensemble des mesures qui ont été faites avec les collègues de l'Est de la Méditerranée. Tout ça, c'est des choses qui sont construites, qui vont perdurer. Les laboratoires de recherche du CNRS et des autres organismes, bien sûr, vont continuer à travailler sur ces sujets-là. Donc voilà, donc la Mistral s'arrête, mais c'est pas une fin du tout des recherches sur la Méditerranée.
Et comme je l'ai dit, il y a un héritage et la dynamique va continuer pendant longtemps. Merci. Écoutez, je pense qu'on a un petit peu dépassé sur le temps qu'on s'était donné. Je pense qu'on va conclure la conférence de presse ici. Je rappelle à tous les journalistes qui nous suivent que je vais vous envoyer un dossier de presse. Vous aurez à nouveau des éléments sur chaque présentation, ainsi que les coordonnées de chaque intervenant et intervenante si vous voulez poursuivre les échanges. Et je vous transmettrai également les présentations au format PDF. Vous pourrez prendre des données chiffrées. Merci à tous et à tous d'avoir participé à cette conférence de presse. Merci aux intervenants et aux intervenantes d'avoir pris du temps pour la préparer et pour intervenir. Je vous dis à bientôt. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.